On va continuer la session de rétine médicale. On va accueillir le docteur Franck Frankuchen qui est installé à Paris aussi et qui nous fait l'honneur de venir nous présenter cette année donc une conférence sur l'imagerie grand champ, les aspects pratiques aujourd'hui en imagerie grand champ. Je te remercie. Alors, Franck veut parler sans micro parce qu'il a une voix qui porte. Oui. Donc, il a une petite particularité qu'il partageait avec Steve Jobs. C'est des conférences un peu TED. Donc, il va vous faire une conférence en baryton, finalement. Alors, comme je suis juif pratiquant aujourd'hui. Non. Oui, non, j'explique justement. C'est pour ça que je vous explique. Je vais tout vous révéler de ma vie secrète. Alors, on va enchaîner parce qu'on a un petit peu de retard. Pour les fans de MTV, c'est un peu de quoi il s'agit. J'ai la moitié de mon cerveau qui est ici, qui va s'occuper des diapositives. Et je tiens à remercier Clémence, qui, avec sa grande humilité, ne se rend pas compte à quel point son congrès est remarquable. Et moi, je me rends compte, puisque c'est un honneur pour moi d'être invité pour la première fois ici. Et tout est parfait. Allez, sans transition, donc je vais vous parler d'imagerie ultra grand champ et l'imagerie grand champ. Est-ce qu'on m'entend jusqu'au bout? Oui, parfait. Et l'idée, c'est pas de faire un catalogue de tout ce qu'on peut faire en 2026, mais essayer de systématiser, de voir qu'est-ce qui est nouveau en 2026 et pour quelle fonctionnalité. Donc, on va commencer par des définitions qui seront utiles à toute cette présentation. Ce qu'on voit traditionnellement lorsqu'on utilise nos rétinographes, c'est ce champ 45 degrés qui nous permet de voir globalement le pôle postérieur. On aimerait bien voir au-delà, et on aimerait voir jusqu'à 100 degrés. C'est ce que nous promet l'imagerie grand champ et pas ultra grand champ, donc diapositive suivante. Et on voit que ce champ des 100 degrés nous amène à peu près, et c'est ce qu'on va voir sur la diapositive suivante, aux repères qui correspondent aux vorticeuses. Et quand on utilise ce repère, on est à peu près juste en arrière des vorticeuses. Donc le 100 degrés nous permet d'aller jusqu'aux vorticeuses. Donc on voit ce champ qui s'élargit. Et en 2019, diapositive suivante, il y a une classification qu'on utilise tous pour définir ce qu'est l'imagerie grand champ et ce qu'est l'imagerie ultra grand champ. Et donc l'imagerie grand champ, c'est entre le pôle postérieur et ses vorticeuses, donc de 60 à 100 degrés. Et ces valeurs-là, on va beaucoup revenir là-dessus, donc c'est important de les avoir en tête. Et l'imagerie ultra grand champ, on franchit cette frontière de l'ultra grand champ lorsqu'on dépasse les vorticeuses, et c'est entre 108 degrés et 220 degrés. Pour que ça soit beaucoup plus pratique, voilà ce que ça représente. Donc le pôle postérieur, c'est 45 degrés, à peu près 15% de l'ensemble de la rétine. Et on voit qu'avec l'imagerie Optos, on arrive actuellement à voir 82% de la rétine. Et on s'arrête un petit peu avant l'aura serrata. On voit qu'on explore quasiment la rétine jusqu'à son extrémité périphérique. Donc la pédagogie s'est répétée, les 45 degrés, on les voit ici, 100 degrés, on arrive aux vorticeuses, et 200 degrés, si l'imagerie Optos, on arrive, on va dire, à 18% de la fin de la rétine. Oui, on peut passer à la diapositive. Alors, pour l'explorer, jusqu'à 2010, c'était un peu laborieux. Donc, on avait l'habitude de faire plusieurs clichés. Donc, on s'armait de patience, on faisait 7, 9 clichés, et à la fin, on reconstituait tout. Et l'avènement de l'Optos, ça a permis en un cliché d'obtenir des images composites couleurs, autofluorescence, et on faisait de l'angio et de l'ICG. Les nouveaux venus au cours des mois passés, c'est les OCT qui rejoignent le champ des rétinographes, qui cherchent à élargir leur champ. Et on voit qu'il y a des promesses qui nous permettent d'imager l'ensemble de l'œil. Il y a deux nouveaux acteurs, Dream OCT et par ailleurs les acteurs liés à Towerply, donc Belizar et Yann Caïd, qui vont élargir. On élargissait les photos et maintenant on élargit l'OCT. Et au-delà de l'élargissement de l'OCT, ce qui va être particulièrement intéressant, c'est d'élargir le champ de l'OCTA. Et c'est ce qu'on va voir justement, ce que nous permet progressivement d'élargir le champ. Qu'est-ce que l'on voit? Avec 6 mm, on voit au centre la macula, la région périmaculaire et périfovéolaire. 9 mm, on commence à apercevoir la papille. Lorsqu'on passe à 12 mm, on a toute la papille, mais on n'a pas l'ensemble de la vascularisation rétinienne au niveau des arcades. Et c'est uniquement lorsque l'on passe les 15 mm qu'on a la papille et qu'on a l'ensemble du pôle postérieur fonctionnel et qu'on commence à aborder la moyenne périphérique. Donc on voit qu'à partir de 15 mm, on change de dimension et on arrive à des zones.
15 mm, jusque-là, il y avait que 2 appareils qui le permettaient, c'était le Plex Elite et Yann Kalil. Et au cours des mois passés, donc il y a deux nouveaux venus qui ont permis d'élargir ça. Donc ça, c'est le champ 15 mm. Et si on voit sur l'image suivante, on va voir ce que l'on gagne avec ces appareils en passant de 15 à 24 mm. Et on passe à 100 degrés, en fait. On atteint cette limite démortiqueuse. On peut le voir sur la diapositive suivante. Là, c'était les images qu'on obtenait à peu près en 12 ou 15 x 15. Et avec le Dream OCT, on arrive à des images de 26 mm de largeur sur 21 mm de hauteur avec image native. Et on voit que lorsqu'on explorait du 6 x 6, on ne voyait que 3% de la rétine, ni plus ni moins, et qu'avec les nouveaux appareils, en 24 x 24, on explore de 40 à 50% de la rétine. Et comme on explore des surfaces, on voit que le passage de 6 à 24, ça permet de multiplier par 6 la surface explorée. Donc, c'est considérable. Une seule capture en 15 secondes. Donc, on voit qu'on passe de ce temps de 45 degrés et qu'ensuite, on arrive globalement, c'est la diapositive suivante, à englober et qu'on arrive à cette limite de 100 degrés. Alors, dans quel intérêt? Ça nous sert à quoi d'explorer cette frontière, on va dire, entre 15 et 24 mm? Déjà, c'est extrêmement pratique. On arrive avec un cliché à reproduire l'ensemble des 7 cheveux des TMS, et d'autre part, on est non invasif. À partir du moment où on n'est pas obligé d'injecter, de faire des angiographies, on peut faire des suivis longitudinaux de nos patients. Ça permet d'arriver à explorer, à mon avis, 2 pathologies très intéressantes pour les rétinologues. Toutes les pathologies vasculaires, parce que dans cette zone de transition entre, on va dire, 15 et 24 mm, on voit qu'on est à une zone intermédiaire entre beaucoup de vaisseaux au centre et très peu de vaisseaux en périphérie. Et c'est dans cette zone-là que l'ischémie est la plus cliniquement parlante, que l'ischémie s'étend progressivement, que les anomalies vasculaires apparaissent. Et c'est 95% des néovaisseaux prérétiniens qui se forment ici. Et puis, on va sûrement voir la choroïde de façon différente, puisqu'on va explorer des champs qui seront fonctionnellement importants. De façon extrêmement pratique, on va voir à quoi ça sert sur les diapositives suivantes. En rétinopathie diabétique, on voit les zones d'ischémie. Comme il n'y a pas de diffusion, on les voit très très bien. Sur la diapositive suivante, on voit qu'effectivement, on voit les territoires d'ischémie, les anomalies microvasculaires. Diapositive suivante. On voit également qu'on peut faire une segmentation, puisqu'on n'est pas dans un seul plan, mais qu'on est dans des coupes qui permettent d'être multifocales et multipositionnées. On va voir sur la diapositive suivante une animation où on voit qu'on peut segmenter directement dans le plan vitréen, ce qui nous permet de révéler les néovaisseaux sans avoir besoin d'injecter. Et un des derniers outils apportés par ce type d'appareil, c'est qu'on voit qu'on peut superposer des images d'OCTA et des images en face, et que si on les additionne, on voit qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité eSpot, qui va permettre, et on le voit très bien sur cette diapositive, d'identifier les territoires de photocoagulation qui restent à traiter. Il y a également un intérêt, comme je vous l'ai dit, sur la choroïde. On peut segmenter la choroïde sur des larges surfaces avec des calculs d'un certain nombre d'indices, notamment le volume des vaisseaux à l'intérieur de l'épaisseur choroïdienne totale, ou bien le rapport entre le volume vasculaire et le volume choroïdien total, qui nous permet d'avoir accès à une nouvelle sémiologie. Et puis, on peut faire du mapping choroïdien. Et on sait que dans tout le sphère de la pachychoroïde, c'est extrêmement intéressant. Et notamment, il y a beaucoup de théories maintenant qui relient l'ensemble de ces pathologies également à des défauts de drainage au niveau des vorticeuses. Il y a des limites. Entre 15 et 24 mm, on arrive à une nouvelle sémiologie. Mais les limites, c'est qu'on ne peut pas regarder au-delà. Alors, qu'est-ce qui se passe au-delà? C'est effectivement, il y a des néovaisseaux qui ne se forment pas à partir de contingents vasculaires veineux, mais plutôt artériels. Et ça, c'est un papier qu'on avait publié avec Audrey. Et on voit que notamment dans la drépanocytose, et plus probablement des occlusions artérielles que des occlusions veinulaires qui apparaissent. Et c'est souvent des néovaisseaux beaucoup plus périphériques. Donc là, on est obligé d'aller entre 24 et 40 mm d'extension. Il y a des examens qui échappent aux modalités d'examen de l'angiographie, qui sont toutes les pathologies tumorales. Et on va voir là sur les images de Valérie Sarda qui travaille avec nous à Vissel, qu'elle utilise beaucoup l'imagerie gros champ pour faire des OCT périphériques. Ça, c'est l'intérêt du Silverstone, d'arriver à mettre des coupes OCT, par exemple sur cette région,
Et on voit immédiatement, dans ce cas-là, qu'on peut mesurer les épaisseurs choroïdiennes et qu'on voit qu'il n'y a pas de signe exudatif. Et ça permet même des diagnostics plus subtils. Et on va le voir sur une petite présentation qu'elle avait faite. On voit ici qu'on a une lésion qui apparaît peu colorée. Et si on passe ici l'OCT, on voit effectivement qu'on a un épaississement choroïdien, et ce qui permet de découvrir de façon fortuite un névus achrome. Et le dernier intérêt d'explorer entre 24 mm et l'ensemble de la périphérie, c'est s'intéresser à toutes les pathologies de la base du vitré. Et c'est illustré par ce cas. On a du pigment, et en fait, ce pigment, ça peut être plein de choses. Et la diapositive suivante le montre. On voit qu'on a 4 pigments qui se ressemblent énormément, et qu'on a affaire à 4 pathologies que les OCT périphériques et Grandchamp nous révèlent. Et donc, on va avoir une animation en haut. On peut voir que c'est soit des phénomènes de traction focale, et il n'y a pas encore de déchirure, soit c'est des phénomènes d'avulsion, d'arrachement. Donc, on voit une atrophie, et là, on voit que l'OCT périphérique le montre parfaitement. Où on a une déchirure éclatée avec déjà un enroulement des bords de la déchirure, où là, on voit des phénomènes de migration pigmentaire, d'atrophie de la rétine externe, et on voit qu'avec 4 situations de pigment, c'est l'OCT périphérique qui permet de révéler la pathologie. Donc, ce qu'on pourrait dire en conclusion, c'est que ces imageries Grandchamp, elles permettent effectivement de voir plus loin, elles permettent d'être une alternative non invasive à l'angiographie à la fluorescéine. Elles ne permettent pas encore de replacer complètement des informations dynamiques. Il y a toute une pathologie dont je n'ai pas parlé en extrême périphérie, et on la connaît, c'est comme il y a la pars plana, c'est toutes les uvéites intermédiaires, et forcément la dynamique des vascularites est plus mise en avant par l'injection d'un produit de contraste. Il y a des éléments qui échappent à l'imagerie multimodale simplement où c'était en géographie. Et effectivement, on voit qu'il y a des informations qui nécessitent encore de l'imagerie multimodale, mais qui a un côté extrêmement informatif et pratique d'élargir le champ de nos explorations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à la conférence de M. Frankuchen? Est-ce que vous avez des questions? Entre 7 et 10 secondes. C'est fantastique. Et juste à titre d'information, nous on a un de ces appareils avant qu'on faisait avec Lucie, qui permet de faire des beaux montages. On prenait souvent 3 minutes parce qu'on avait besoin de prendre 5 clichés de 8 sur 8. Et ça nous prenait 3 minutes. Et il fallait en plus une fixation parfaite du patient pour regarder dans toutes les directions. Donc là, non seulement c'est rapide, mais en plus il y a des eye tracking. En fait, ce qui fait la rapidité, c'est la fréquence. Là, on est à 400 000 de fréquence, donc c'est très, très rapide. Et ce qui va permettre encore plus d'augmenter ça, c'est qu'il y a des appareils de plus haute fréquence qui vont bientôt apparaître. Donc c'est extrêmement rapide. Et moi, j'ai une question pour toi, Franck. Est-ce que finalement, tu as diminué tes indications d'angiographie dans les suivis des patients diabétiques? Oui, considérablement depuis ça, parce que globalement, on arrive à capter à peu près 90% des néovaisseaux. Ce que ça ne révèle pas, et pour le moment, comme on n'a pas d'indice prédictif, on sait que les néovaisseaux se forment à la limite entre les zones non perfusées et perfusées, et que la plupart des zones perfusées sont quand même plus en périphérie que ça. Donc, j'allais dire, si on est dans le jour où on aura des indices qui vont nous permettre de prédire le risque dans 6 mois, on aura toujours besoin d'explorer un peu plus loin. Une fois qu'on pourra explorer jusqu'à l'extrême périphérie, à mon avis, dans ces pathologies diabétiques, on pourra globalement se passer de l'angiographie. Tu le fais, cet examen, tu le fais chez les patients dilatés ou en myosis de consultation de ville, où il faut des conditions particulières? Est-ce que c'est les milieux transparents, ça peut jouer? Est-ce que c'est un examen routinier qu'on peut faire à tout le monde et avoir des belles images comme tu as montré à tout le monde? C'est ça la question, parce que l'angio fait 100% reproductible chez tout le monde. On dilate, on fait une angiographie Grandchamp 102 degrés, on l'a. Quand on faisait des études, on mettait 40 à 50% de nos OCTA à la poubelle parce qu'ils étaient pas bons. Je trouve qu'avec ça, on arrive quand même à... T'en mets moins à la poubelle. Ouais. Okay. 70% où on n'a pas besoin de faire. Bon, on progresse. Bon. Merci Franck, bravo pour cette conférence passionnante. Et sans micro.